Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 5, le voyage du héros. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debousse. Dans Procrastination, on parle beaucoup de choses du métier, mais aussi forcément, on ne peut pas passer à côté des grandes structures mythiques et narratives qui forment le sel ou l'ossature de certains enseignements techniques. D'en parler, de les évoluer, peut-être de les battre en brèche violemment et avec plaisir. Et donc là, on va parler du voyage du héros, également appelé le monomythe. D'où vient le monomythe ? Ça vient de Joseph Campbell, qui est un universitaire, spécialiste en mythologie comparée, et dont l'œuvre majeure est Le héros aux mille et un visages, donc en anglais. The Hero with a Thousand Faces, c'est-à-dire que la traduction, elle a gagné un visage. Voilà, le visage français. Il date de 1949. Alors, Campbell, il était influencé par Carl Jung, qui soutenait qu'il y a un parcours type du héros, et que toutes les cultures partagent cet archétype, en fait. Exprimé à travers différents mythes. Alors, ça a été popularisé par George Lucas, et qui a été utilisé par la suite par Hollywood, en fait. Mmh. Donc, en narratologie, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est de la narratologie, donc de l'étude des histoires, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport au structuralisme européen, c'est là où Campbell est intéressant, je trouve. C'est que par rapport au structuralisme européen, qui met l'accent sur la fonction, Campbell, lui, il va s'intéresser au héros. Pour lui, le héros porte l'histoire, donc c'est très américain finalement. Mmh. Le héros porte l'histoire et le drame se noue autour de lui, en fait. Alors, ce qui... Mais par contre, qu'est-ce qu'un héros ? Oui. C'est ça qui est intéressant. Campbell a eu énormément de retentissement. Effectivement, tu dis qu'il est inspiré par Jung, mais je pense que je suis pas vraiment sûr que Jung était totalement d'accord avec ce que Campbell a fait d'interprétation de son travail. Non, parce que Campbell était un mythologiste. Oui. Et donc, lui, il va se référer à la mythologie classique et notamment grecque. C'est ça qui est intéressant. Et donc, son héros, c'est un héros profondément grec, au sens où c'est un homme lambda qui se hisse à un niveau collectif et universel par les épreuves qu'il va traverser. Le nœud du héros campbellien, il est là, en fait. Campbell était persuadé que toutes les mythologies et tous les récits classiques partageaient des motifs communs. Et il s'est mis à la recherche de ces motifs communs pour les extraire dans l'espoir de trouver une forme de substantifique moelle de la narration. C'est très structuraliste, hein. Ouais. C'est fondamentalement structuraliste. Ouais. Ce qui a été... Alors peut-être qu'on peut parler justement de ce mythe. Alors pourquoi on parle du voyage du héros ? C'est qu'en fait Campbell a défini ça comme le monomythe, c'est-à-dire le mythe fondateur, mais ça a été extrêmement... donc où le héros fait ce voyage, mais il a influencé énormément de monde, à tort, à raison, on va en parler aussi, mais notamment il a influencé quelqu'un qui travaille à Hollywood, qui s'appelle Christopher Vogler, qui a, en un sens, repris les travaux de Campbell, mais en a fait une approche beaucoup plus opérante. Il a d'abord fait un espèce de petit manuel à l'usage de ses camarades scénaristes à Hollywood, en disant, parce qu'il recevait tellement de scénarios, à un moment il disait, il faut qu'on ait une sorte de grille de lecture un peu rapide pour écrémer tout ça, parce que c'est pas possible. Et donc, il s'est basé sur le travail de Campbell, donc Vogler s'est basé sur le travail de Campbell, pour proposer cette forme de grille de lecture, et finalement ça a eu tellement de succès qu'il a codifié ça dans un bouquin qui s'appelle Writer's Journey, le voyage de l'auteur peut-être, qui est une version beaucoup plus opérante et beaucoup plus mécaniste de la grille de lecture de Campbell, et finalement cette idée de voyage du héros est revenue au goût du jour, puisque ça a eu énormément de retentissement sur Hollywood, et Vogler est un des continuateurs encore aujourd'hui, peut-être les plus connus des travaux de Campbell, et peut-être même presque plus que lui en fait. Alors, peut-être on peut parler un peu de ce modèle. Qu'est-ce qu'il raconte, en fait ? En fait, c'est une structuration, c'est un découpage. Ça découpe l'histoire, grosso modo. Hein. Et donc, ça découpe l'histoire en 5 parties. Mmh. En fait, alors, il y a beaucoup plus d'étapes, mais si on les simplifie en 5, on peut Vogler en donne 14, je crois, sachant que Campbell en donnait 12. Mais en gros, les étapes simplifiées en 5, c'est un appel à l'aventure. Le héros accepte ou bien refuse cette aventure dans un premier temps. En fait, c'est ce qu'on appelle la séparation. C'est-à-dire que le héros va se séparer du monde commun. Oui. C'était un être lambda,
et tout à coup, il va devenir spécial. C'est une façon de dire, ce personnage-là, pourquoi celui-là et pas un autre. D'accord. Et en général, ça c'est ce que dit fréquemment Vogler, il y a souvent une figure de mentor. Alors, on peut tout à fait penser à l'appel à l'aventure de Frodon avec Gandalf. Voilà, donc à l'intérieur de cette partie-là, d'abord le héros il va refuser. C'est le mythe de Jonas finalement. Oui. C'est voilà, on refuse on refuse la prophétie. On va d'abord essayer d'éviter. Oui. Donc on est toujours dans l'enfance et c'est l'enfant qui refuse de grandir d'une certaine manière. Finalement, il est propulsé dans le monde. Si on regarde dans Star Wars, Luke Skywalker refuse en disant à Obi-Wan Kenobi, non mais tu comprends, je peux pas, faut que j'aille planter faut que j'arrose mon chat et j'ai piscine. Et les impériaux tuent son oncle et sa tante et du coup il y a plus rien qui le retient et il va suivre Obi-Wan Kenobi. Ensuite, il suit une série d'épreuves. Donc ça c'est la deuxième. C'est la deuxième grande étape. C'est ce qu'on appelle l'initiation. C'est ça. Donc il y a tout un tas. Alors Campbell et Vogler détaillent ça en une certaine quantité de seuils où il apprend lui-même. Il va rencontrer des alliés, des ennemis. Tout à fait. Donc du coup, quand c'est des ennemis, il va passer des épreuves. Quand il va rencontrer des alliés, il va apprendre. Voilà. Donc c'est une formation. Et là, on est toujours. Ce qui est intéressant, narrativement parlant, c'est le côté que le personnage est entre deux mondes. Oui. Et toute cette partie-là de l'initiation, qui est en général l'essentiel du récit. Oui. On est entre deux mondes. Et ça correspond, et c'est souvent le moteur de l'action. On est dans cette dépression narrative on est dans cette pente narrative. Et il n'y a rien de plus motivant que cheminer entre des épreuves, en fait. Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant dans le modèle, parce qu'on pourrait croire que c'est finalement la fin de l'histoire, mais ça ne l'est pas, c'est que la 3e étape sur 5, c'est qu'il atteint son objectif. Et le héros acquiert un nouveau savoir. Vogler parle de l'élixir. Mais l'élixir est à prendre au sens symbolique, c'est-à-dire ça peut être trouver l'amour, mais en tout cas, l'objet de la quête est atteint, en un sens. Et la quatrième étape, c'est le voyage-retour. C'est le retour dans le monde ordinaire, et Vogler, en général, dit que les sbires du seigneur maléfique, de l'opposition en tout cas, courent après le héros, et le héros rencontre une nouvelle série d'épreuves. Jusqu'à arriver à la 5e et dernière étape, c'est-à-dire que c'est l'utilisation de l'élixir, du savoir acquis pour améliorer le monde, ou en tout cas pour restaurer une forme d'équilibre. Alors ça, on avait surtout ça dans les récits traditionnels. On avait ça dans les récits traditionnels, et Vogler, justement, lui va plus loin et dit justement que parfois le retour est impossible, paradoxalement. Ce qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, par exemple, où Frodon revient à la comté, mais se rend compte que le retour est impossible, puisqu'il a trop changé et que il a évolué, et donc il part avec les elfes dans les Havres Gris. Alors, ça c'est le modèle. Est-ce que déjà il est véridique? Est-ce qu'il est opérant vis-à-vis du mythe? Est-ce que ça marche? Alors, les universitaires ont beaucoup critiqué Campbell en disant que, en gros, dans son corpus, il avait plus ou moins choisi ce qu'il voulait mettre. Et à mon très humble avis, dans la formule du monomythe, déjà, je pense que ça marche pas tellement. Parce que si on regarde, par exemple, Gilgamesh, alors quand même, dans le genre récit, dans le récit ancien, ça se pose là. Gilgamesh recherche, en tout cas dans les dernières séquences, recherche le secret de l'immortalité. Et tout ce qui est intéressant, et c'est dans le motif de cette quête-là, c'est qu'il acquiert le secret de l'immortalité, mais se rend compte finalement que l'immortalité n'est pas faite pour les hommes. Donc, le secret n'est finalement pas utilisé pour améliorer le monde. Il est peut-être utile dans le fait où Gilgamesh progresse lui-même. Mais déjà, si on prend Gilgamesh, moi je trouve que ça coince dans la lecture du truc. Ce qui, je trouve, est amusant, c'est quelque part, tu parlais de Lucas tout à l'heure, le monomythe est devenu une espèce de prophétie auto-accomplie. C'est-à-dire que Campbell a publié Le héros aux mille et un visages, il a été critiqué par les universitaires, mais en fait, il y a tas d'auteurs qui se sont emparés de ce truc-là, en se disant, mais c'est vachement intéressant. Et c'est finalement, et avec les continuateurs comme Vogler, c'est une structure qu'on retrouve, dont les auteurs se sont appropriés. Chez Lucas, les studios Pixar aussi ont une version de leur manuel qui est quand même pas mal inspiré des travaux de Vogler, et de ce motif-là. Donc c'est devenu une espèce de prophétie auto-accomplie, où peut-être que c'est peut-être pas si opérant et pas si juste si on regarde les mythes, et en tout cas tous les mythes de l'humanité à l'échelle de la planète, mais aujourd'hui, paradoxalement, une grande partie de la narration américaine qui est très prégnante sur la planète s'inspire de ça, et on a fait justement une forme de prophétie auto-accomplie. Moi, je trouve que comme toutes les théories universitaires qui analysent, en fait, c'est intéressant quand ça analyse. C'est pas intéressant quand ça devient un mode d'emploi. Exactement. Et c'est tout le problème, mais des théories. Et
j'allais dire, c'est presque le problème de la philosophie. La philosophie n'est jamais aussi bonne que quand elle analyse. Quand elle commence à proposer, on tombe souvent dans des trucs qui aboutissent à des exterminations ou des choses comme ça. C'est bien quand ça essaye de décrypter une réalité d'un moment souvent. Par exemple, je trouve que c'est intéressant. Je suis pas campbellien, moi. Je trouve que c'est intéressant. Parce que c'est un des aspects, en fait, du récit. Ça recouvre pas tout. Je trouve que c'est assez complémentaire à la vision de Propp, qui est fonctionnelle, qui pour moi est un peu plus universaliste d'ailleurs, mais je trouve que ça le complète bien. Je trouve que c'est intéressant Campbell, parce que ce qu'il dit, il a une vision assez circulaire du voyage. Je trouve que ça montre bien que dans les récits classiques, le récit, il est circulaire. Il revient à son point de départ, et on peut le raconter encore et encore, du coup. Il y a cette notion de transmission avec les mentors, avec le héros qui à la fin s'est transmuté et va pouvoir passer le relais à la génération suivante. Donc c'est intéressant parce que ça éclaire une certaine partie des civilisations européennes primitives. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il met la lumière sur le héros, et à ce titre-là, le héros, il montre aussi comment ça a évolué. Le héros, d'abord c'est un héros guerrier. Après c'est devenu un héros civilisateur. Après, c'est devenu un héros rédempteur. Donc, ça a suivi les évolutions civilisationnelles profondes. Donc, le héros, c'est une figure très très forte, en fait. Comment on est arrivé de civilisations qui n'étaient pas individualistes du tout, et donc le héros classique, toute signification résidait dans le groupe. Et c'est pour ça que le héros, que le cheminement du héros, il va de l'individuel, mais individuel qui n'existe pas, puisque l'individu n'existait pas, à une civilisation collective. Tout était dans le collectif. Et donc, du coup, l'individu ne pouvait s'accomplir que s'il avait une incidence sur le groupe. Et maintenant, c'est presque l'inverse. Le héros n'était qu'un vecteur, et aujourd'hui, il s'accomplit en tant que tel. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Et donc, le héros, c'est presque l'inverse. En fait, là où toute signification résidait dans le groupe, maintenant, aujourd'hui, toute signification réside dans l'individu. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc le héros moderne, le héros moderne, c'est celui qui met en lumière la partie invisible. Oui, exactement. Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Je trouve qu'il y a trop d'accent, y compris chez les Américains et y compris chez Vogler, sur le monomythe et le voyage du héros comme structure universelle. Vogler, dans son bouquin, donne un certain nombre d'exemples. Je trouve que ça veut dire qu'il faut quand même élargir les cases assez sévèrement pour faire rentrer certains des exemples qu'il donne dans le motif. Et à ce stade, est-ce que c'est vraiment opérant ? Je crois pas. C'est intéressant à connaître et à savoir. Mélanie, qu'est-ce que on a beaucoup parlé. Je vous écoute depuis tout à l'heure parce que c'est vraiment très intéressant d'écouter détailler tout ça. Moi, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que lectrice ou spectatrice ou autre, c'est quelque chose qui m'intéresse assez peu. C'est-à-dire que j'étais très marquée, par Star Wars, le Seigneur des Anneaux, tout ça. Maintenant, j'ai un peu envie de passer à autre chose, j'ai envie de dire. Mais je suis assez d'accord avec toi. On est de toute façon d'accord là-dessus. Nous sommes assez d'accord. C'est qu'à la fois, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a assez de récits, même récents, qui ont fait ça pour qu'on puisse dire, ok, ça fonctionne. Et je m'interroge beaucoup sur le fait que chaque histoire peut-être repose sur un type de structure inconsciente, ou consciente d'ailleurs, qu'on utilise. Après, ça peut quand même donner des histoires qui sont assez uniformes et qui du coup deviennent prévisibles. C'est qu'on fait ça pour avoir des éléments de suspense, par exemple, et on sait à peu près où on va. Ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est des récits qui... j'ai trouvé ça plusieurs fois, notamment en tant que traductrice chez mon auteur du moment, qui est Brandon Sanderson. Il fait semblant de commencer par nous raconter ça. Et à un moment donné, il part complètement sur autre chose. J'aime beaucoup, finalement, les récits qui prétendent nous mettre sur des rails. On est dans quelque chose de confortable. On attend les étapes. Et à un moment donné, mais complètement on évacue. Et ok, maintenant l'histoire peut commencer. Finalement, c'est peut-être l'utilisation qui m'intéresse le plus. Moi, je trouve qu'il y a deux types de critiques, en fait, par rapport à ça. C'est d'abord la critique fondamentale. C'est-à-dire que, est-ce que ça a le moindre intérêt opératif ? En fait, on peut se poser la question. Kurt Vonnegut, par exemple, il avait parodié ça avec... il avait appelé la théorie dans le trou, in the hole. Ah oui. C'est le héros tombe dans un trou, il sort du trou. Voilà. Oui, c'est ça. Finalement, tu peux résumer ça à ça. C'est-à-dire qu'en fait, à la rigueur, tu peux tout faire. Parce que, en fait, c'est une façon de découper l'histoire, la façon structurelle de découper les histoires telle que Campbell ou Propp l'a fait. Finalement, ça marche tout le temps. Quand tu découpes, tu finis toujours par un découpage comme ça. Donc à quoi bon finalement essayer de toujours de structurer ça comme ça, parce que tu retomberas toujours plus ou moins à ça. Et il y a justement une critique qui recoupe ça, justement, qui est dit que finalement l'intérêt
n'est pas toujours dans l'histoire, en réalité. Mhm. Et Oui. par exemple, un écrivain comme Stéphane Vull, il disait volontiers, moi, mes histoires, c'est des histoires classiques, mais finalement, l'intérêt, est-ce qu'il est dans le cadre ou est-ce qu'il est dans la peinture, dans les couleurs que je mets? Oui, oui. Non, Tout à pour fait. moi, je trouve qu'il est dans les couleurs que je mets, en fait. Mhm, mhm, tout à fait. Après, j'ai envie de dire, tout dépend aussi du type de récit qu'on veut raconter. Ça marche pour un certain nombre de récits épiques, héroïques, etc. C'est vrai, ouais. Il y a énormément de types de littérature qui vont partir sur complètement Voilà. autre chose et Qui où la échappent à question ça. ne se Voilà. pose même pas, en fait. Ouais. Là, on parle vraiment de récits héroïques. On est dans le Ouais. héros. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que tu as été un peu mis sur le Bah, bord c'est du c'est pour ravin. ça que C'est parce moi, que- c'est pas non, du mais tout quelque chose. C'est vrai qu'en Ouais. tant que plutôt qu'écrivain de nouvelles, Oui. c'est moins pertinent. Et même en tant que spectatrice ou lectrice, je suis très très peu intéressée par la figure du héros. Vraiment, c'est quelque chose qui me passe au-dessus de la tête. Donc, du coup, je trouve ça très intéressant à entendre, mais je trouve que ça a une application très limitée. Moi, je trouve aussi, moi, par exemple, mes héros sont plutôt des héros qui sont agis, Mhm. au sens justement grec, un peu, Oui. du terme, plutôt qu'agissant. Or, quand on peut avoir justement une sorte de fausse interprétation en lisant Campbell ou Vogler, c'est en pensant que le héros est agissant. Mais non, il peut être agi en réalité. C'est pas forcément quelque chose qui ressort d'une volonté. Mhm, mhm. Ce qui est à l'opposé de ma propre approche, puisque je suis très sur l'actant et la volonté. Je pense que en gros, c'est ce qui ressort vraiment, et je suis content qu'on ait battu en brèche cette idée, c'est cette idée d'universalité de ce modèle, d'universalité absolue, qui, à mon avis, est très abusive. C'est un modèle intéressant, comme tout modèle, mais il faut savoir les Et limites qui a du ses modèle. limites. Voilà. Alors pour terminer, quelqu'un qui va justement qui va nous contredire tout ce qu'on vient de dire. Il y a quelques années, Christopher Vogler avait fait une masterclass en France et Alexandre Astier avait fait quelques vidéos d'intro qu'on trouve encore sur YouTube. Je les mettrai dans les notes. Sur l'approche justement le Campbell et Vogler, et il nous dit dans une de ses vidéos: les méthodes telles que celles de Vogler servent à chaque fois que tu veux construire quelque chose, à chaque fois que tu veux comprendre avec recul et vue d'avion quelque chose que tu es en train de planifier. Moi, par exemple, ça me permet d'écrire des choses extrêmement vite et qui ne sont pas bancales à la fin. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné au voyage ou à l'écriture.